Voyage autour du monde par Louis-Antoine de Bougainville. Chapitre 1er, discours préliminaire. J'ai pensé qu'il serait à propos de présenter à la tête de ce récit l'énumération de tous les voyages exécutés autour du monde et des différentes découvertes faites jusqu'à ce jour dans la mer du Sud ou Pacifique. Ce fut en 1519 que Ferdinand Magellan, portugais, commandant 5 vaisseaux espagnols, partit de Séville, trouva le détroit qui porte son nom, par lequel il entra dans la mer Pacifique, où il découvrit 2 petites îles désertes dans le sud de la ligne, ensuite les îles Laronne et enfin les Philippines. Son vaisseau nommé La Victoire, revenu en Espagne seul des 5 par le cap de Bonne-Espérance, fut hissé à terre à Séville comme un monument de cette expédition, la plus hardie peut-être que les hommes eussent encore faite. Ainsi fut démontré physiquement pour la première fois la sphéricité et l'étendue de la circonférence de la Terre. Drake, anglais, partit de Plymouth avec 5 vaisseaux le 15 septembre 1577, y rentra avec un seul le 3 novembre 1580. Il fit le second le tour du globe. La reine Élisabeth vint manger à son bord et son vaisseau, nommé le Pélican, fut soigneusement conservé à Deptford, dans un bassin avec une inscription honorable sur le grand mât. Les découvertes attribuées à Drake sont fort incertaines. On marque sur les cartes dans la mer du Sud une côte sous le cercle polaire, plus quelques îles au nord de la ligne, plus aussi au nord la Nouvelle-Albion. Le chevalier Thomas Cavendish, anglais, partit de Plymouth le 21 juillet 1586 avec 3 vaisseaux, y rentra avec 2 le 9 septembre 1588. Ce voyage, le 3e fait autour du monde, ne produisit aucune découverte. Olivier de Noort, hollandais, sortit de Rotterdam le 2 juillet 1598 avec 4 vaisseaux, passa le détroit de Magellan, cingla le long des côtes occidentales de l'Amérique, d'où il se rendit aux Laronne, aux Philippines, aux Moluques, au cap de Bonne-Espérance, et rentra à Rotterdam avec un seul vaisseau, le 26 août 1601. Il n'a fait aucune découverte dans la mer du Sud. George Spielberg, allemand, au service de la Hollande, fit voile de Zélande le 8 août 1614 avec 6 navires, perdit 2 vaisseaux avant que d'être rendu au détroit de Magellan, le traversa, fit des courses sur les côtes du Pérou et du Mexique, d'où, sans rien découvrir dans sa route, il passa aux Laronne et aux Moluques. 2 de ces vaisseaux rentrèrent dans les ports de Hollande le 1er juillet 1617. Presque dans le même temps, Jacques Lemaire et Schouten immortalisaient leur nom. Ils sortaient du Texel le 14 juin 1615 avec les vaisseaux La Concorde et le Horn, découvrent le détroit qui porte le nom de Lemaire, entrent les premiers dans la mer du Sud en doublant le cap de Horn, y découvrent par 15 degrés 15 minutes de latitude sud et environ 142 degrés de longitude occidentale de Paris, l'île des Chiens. Par 15 degrés de latitude sud à 100 lieues dans l'ouest, l'île Sans Fond. Par 14 degrés 46 minutes sud et 15 lieues plus à l'ouest, l'île Water. À 20 lieues de celle-là, dans l'ouest, l'île des Mouches. Par les 16 degrés 10 minutes sud et de 173 à 175 degrés de longitude occidentale de Paris, 2 îles, celle des Cocos et celle des Traîtres. 50 lieues plus à l'ouest, celle d'Espérance, puis l'île de Horn, par 14 degrés 56 minutes de latitude sud, environ 179 degrés de longitude orientale de Paris. Ensuite, il cingle le long des côtes de la Nouvelle-Guinée, passe entre son extrémité occidentale et Gilolo, et arrive à Batavia en octobre 1616. George Spielberg les y arrête, et on les envoie en Europe sur des vaisseaux de la compagnie. Lemaire meurt de maladie à Maurice, Schouten revoit sa patrie. La Concorde et le Horn rentrèrent après 2 ans et 10 jours. Jacques L'Hermite, hollandais, et Jean-Hugues Chappenham, commandant une flotte de 11 vaisseaux, partirent en 1623 avec le projet de faire la conquête du Pérou.
Ils entrèrent dans la mer du Sud par le cap de Horn et guerroyèrent sur les côtes espagnoles, d'où ils se rendirent au Laronne, sans faire aucune découverte dans la mer du Sud, puis à Batavia. L'ermite mourut en sortant du détroit de la Sonde, et son vaisseau, presque seul de sa flotte, territ au Texel le 9 juillet 1626. En 1683, Cowley, anglais, partit de la Virginie. Il doubla le cap de Horn, fit diverses courses sur les côtes espagnoles, se rendit au Laronne et revint par le cap de Bonne-Espérance en Angleterre, où il arriva le 12 octobre 1686. Ce navigateur n'a fait aucune découverte dans la mer du Sud. Il prétend avoir découvert dans celle du Nord, par 47 degrés de latitude australe et 80 lieues de la côte des Patagons, l'île Pépis. Je l'ai cherchée 3 fois et les Anglais 2, sans la trouver. Wood Roger, anglais, sorti de Bristol le 2 août 1708, passa le cap de Horn, fit la guerre sur les côtes espagnoles jusqu'en Californie, d'où par une route frayée déjà plusieurs fois, il passa au Laronne, aux Moluques, à Batavia, et doublant le cap de Bonne-Espérance, il territ aux Dunes le 1er octobre 1711. 10 ans après, Roggeveen, mecklembourgeois au service de la Hollande, sortit du Texel avec 3 vaisseaux. Il entra dans la mer du Sud par le cap de Horn, y chercha la terre de Davis sans la trouver, découvrit dans le sud du tropique austral l'île de Pâques, dont la latitude est incertaine, puis entre le 15e et le 16e parallèle austral, les îles Pernicieuses, où il perdit un de ses vaisseaux. Puis, à peu près dans la même latitude, les îles Aurore, Vespre, le Labyrinthe, composé de 6 îles, et l'île de la Récréation, où il relâcha. Il découvrit ensuite, sous le 12e parallèle sud, 3 îles qu'il nomma îles de Bowman. Et enfin, sous le 11e parallèle austral, les îles de Tienhoven et Groningue. Naviguant ensuite le long de la Nouvelle-Guinée et des terres des Papous, il vint aborder à Batavia où ses vaisseaux furent confisqués. L'amiral Roggeveen repassa en Hollande de sa personne sur les vaisseaux de la compagnie et arriva au Texel le 11 juillet 1723, 680 jours après son départ du même lieu. Le goût des grandes navigations paraissait entièrement éteint, lorsqu'en 1741, l'amiral Hanson fit autour du globe le voyage dont l'excellente relation est entre les mains de tout le monde et qui n'a rien ajouté à la géographie. Depuis ce voyage de l'amiral Hanson, il ne s'en est point fait de grand pendant plus de 20 années. L'esprit de découverte a semblé récemment se ranimer. Le commodore Byron part des dunes le 20 juin 1764, traverse le détroit de Magellan, découvre quelques îles dans la mer du Sud, faisant sa route presque au nord-ouest, arrive à Batavia, le 28 novembre 1765, au Cap, le 24 février 1766, et le 9 mai, aux Dunes, 688 jours après son départ. 2 mois après le retour du commodore Byron, le capitaine Wallis part d'Angleterre avec les vaisseaux le Delphin et le Swallow. Il traverse le détroit de Magellan, est séparé du Swallow que commandait le capitaine Carteret, au débouquement dans la mer du Sud. Il y découvre une île environ par le 18e parallèle à peu près en août 1767. Il remonte vers la ligne, passe entre les terres des Papous, arrive à Batavia en janvier 1768, relâche au cap de Bonne-Espérance et enfin rentre en Angleterre au mois de mai de la même année. Son compagnon, Carteret, après avoir essuyé beaucoup de misère dans la mer du Sud, arrive à Macassar au mois de mars 1768, avec perte de presque tout son équipage. À Batavia, le 15 septembre, au cap de Bonne-Espérance, à la fin de décembre. On verra que je l'ai rencontré à la mer le 18 février 1769, environ par les 11 degrés de latitude septentrionale. Il n'est arrivé en Angleterre qu'au mois de juin. On voit que de ces 13 voyages autour du monde, aucun n'appartient à la nation française, et que 6 seulement ont été faits avec l'esprit de découverte, savoir ceux de Magellan, de Drake, de Lemaire, de Roggeveen, de Byron et de Wallis. Les autres navigateurs, qui n'avaient pour objet que de s'enrichir par les courses sur les Espagnols, ont suivi des routes connues sans étendre la connaissance du globe. En 1714, un Français, nommé la Barbinet le Gentil, était parti sur un vaisseau particulier pour aller faire le commerce sur les côtes du Chili et du Pérou. De là, il se rendit en Chine où, après avoir séjourné plus d'1 an dans divers comptoirs, il s'embarqua sur un autre bâtiment que celui qui l'y avait amené et revint en Europe, ayant à la vérité fait de sa personne le tour du monde, mais sans qu'on puisse dire que ce soit un voyage autour du monde fait par la nation française.
Parlons maintenant de ceux qui, partant soit d'Europe, soit des côtes occidentales de l'Amérique méridionale, soit des Indes orientales, ont fait des découvertes dans la mer du Sud sans avoir fait le tour du monde. Il paraît que c'est un Français, Paulnier de Gonneville, qui a fait les premières en 1503 et 1504. On ignore où sont situées les terres auxquelles il a abordé, et dont il a ramené un habitant que le gouvernement n'a point renvoyé dans sa patrie, mais auquel Gonneville, se croyant alors personnellement engagé envers lui, a fait épouser son héritière. Alphonse de Salazar, espagnol, découvrit en 1525 l'île Saint-Barthélemy, à 14 degrés de latitude nord et environ 158 degrés de longitude à l'est de Paris. Alvar de Saavedra, parti d'un port du Mexique en 1526, découvrit entre le 9e et le 11e parallèle nord un amas d'îles qu'il nomma les îles des Rois, à peu près par la même longitude que l'île Saint-Barthélemy. Il se rendit ensuite aux Philippines et aux Moluques, et en revenant au Mexique, il eut le premier connaissance des îles ou terres nommées Nouvelle-Guinée et terre des Papous. Il découvrit encore par 12 degrés nord, environ à 80 lieues dans l'est des îles des Rois, une suite d'îles basses nommées les îles des Barbus. Diego Hurtado et Fernand de Grijalba, partis du Mexique en 1433 pour reconnaître la mer du Sud, ne découvrirent qu'une île située par 20 degrés de longitude ouest de Paris. Ils la nommèrent Saint-Thomas. Jean Gaétan, appareillé du Mexique en 1542, fit aussi sa route au nord de la ligne. Il y découvrit entre le 20e et le 9e parallèle, à des longitudes différentes, plusieurs îles, à savoir Roca, Partida, les îles du Corail, celle du Jardin, la Matelote, l'île d'Arrézizé, et enfin il aborda à la Nouvelle-Guinée, ou plutôt, suivant son rapport, à la Nouvelle-Bretagne. Mais Dampierre n'avait pas encore découvert le passage qui porte son nom. Le voyage suivant est plus fameux que tous les précédents. Alvar de Mendoza et Mindan, partis du Pérou en 1567, découvrirent les îles célèbres que leur richesse fit nommer îles de Salomon. Mais, en supposant que les détails rapportés sur la richesse de ces îles ne soient pas fabuleux, on ignore où elles sont situées, et c'est vainement qu'on les a recherchées depuis. Il paraît seulement qu'elles sont dans la partie australe de la ligne entre le 8e et le 12e parallèle. L'île Isabella et la terre de Guadalcanal, dont les mêmes voyageurs font mention, ne sont pas mieux connues. En 1579, Pedro Sarmiento, parti du Callao del Lima avec 2 vaisseaux, entra le premier par la mer du Sud dans le détroit de Magellan. Il y fit des observations importantes et montra dans cette expédition autant de courage que d'intelligence. La relation de ce voyage a été imprimée à Madrid en 1768. Elle renferme des détails intéressants pour tous les navigateurs qui seront dans le cas de franchir le détroit de Magellan. En 1595, Alvar de Mindan, qui avait été du voyage fait par Mendoza dans l'année 1567, repartit du Pérou avec 4 navires pour la recherche des îles de Salomon. Il avait avec lui Fernand de Quiros, devenu depuis célèbre par ses propres découvertes. Mindan découvrit entre le 9e et le 11e parallèle méridional, environ par 108 degrés à l'ouest de Paris, les îles Saint-Pierre, Magdeleine, la Dominique et Christine, qu'il nomma les marquises de Mendoza du nom de Donna Isabella de Mendoza, qui était du voyage. Environ 24 degrés plus à l'ouest, il découvrit les îles Saint-Bernard. Presque à 200 lieues dans l'ouest de celle-ci, l'île Solitaire. Et enfin, l'île Sainte-Croix, située à peu près par 140 degrés de longitude orientale de Paris. La flotte navigua de là au Laronne et enfin aux Philippines, où n'arriva pas le général Mindan. On n'a pas su ce qu'était devenu son navire. Fernand de Quiros, compagnon de l'infortuné Mindan, avait ramené du Pérou Donna Isabella. Il en repartit avec 2 vaisseaux le 21 décembre 1605 et prit sa route à peu près dans l'ouest-sud-ouest. Il découvrit d'abord une petite île vers le 25e degré de latitude sud, environ par 124 degrés de longitude occidentale de Paris, puis entre 18 et 19 degrés sud, 7 ou 8 autres îles basses et presque noyées qui portent son nom. Et par le 13e degré de latitude sud, environ 157 degrés à l'ouest de Paris, l'île qu'il nomma de la Belle Nation. En recherchant ensuite l'île Sainte-Croix qu'il avait vue dans son premier voyage, recherche qui fut vaine, il découvrit par 13 degrés de latitude sud et à peu près 176 degrés de longitude orientale de Paris, l'île de Tomaco.
Puis, à environ 100 lieues à l'ouest de cette île, par 15 degrés de latitude sud, une grande terre qu'il nomma la terre australe du Saint-Esprit, terre que les divers géographes ont diversement placée. Là, il finit de courir à l'ouest et reprit à la fin de l'année 1606, après avoir encore infructueusement cherché l'île Sainte-Croix. Abel Tasman sortit de Batavia le 14 août 1642. Découvrit par 42 degrés de latitude australe et environ 155 degrés à l'est de Paris, une terre qu'il nomma Van Diemen. Il la quitta, faisant route à l'ouest, et environ à 160 degrés de notre longitude orientale, il découvrit la Nouvelle-Zélande par 42 degrés 10 minutes sud. Il en suivit la côte environ jusqu'au 34e degré de latitude sud, d'où il cingla au nord-est, et découvrit par 22 degrés 35 minutes, environ 174 degrés à l'est de Paris, les îles Pilstart, Amsterdam et Rotterdam. Il ne poussa pas ses recherches plus loin et revint à Batavia en passant entre la Nouvelle-Guinée et Gilolo. On a donné le nom général de Nouvelle-Hollande à une vaste suite soit de terres, soit d'îles, qui s'étend depuis le 6e jusqu'au 34e degré de latitude australe, entre le 105e et le 140e degré de longitude orientale du méridien de Paris. Il était juste de la nommer ainsi, puisque ce sont presque tous des navigateurs hollandais qui ont reconnu les différentes parties de cette contrée. La première terre découverte en ces parages fut la terre de Concorde, autrement appelée d'Andracht, du nom du vaisseau qui montait celui qui l'a trouvé en 1616 par le 24 et le 25e degré de latitude sud. En 1618, une autre partie de cette terre, située à peu près sous le 15e parallèle, fut découverte par Zeaken, qui lui donna le nom de Arnhem et de Diemen. Et ce pays n'est pas le même que celui nommé depuis Diemen par Tasman. En 1619, Jean d'Edels donna son nom à une portion méridionale de la Nouvelle-Hollande. Une autre portion, située entre le 30e et le 33e parallèle, reçut celui de Lieuvin. Pierre de Nuits, en 1627, imposa le sien à une côte qui paraît faire la suite de celle de Levine dans l'ouest. Guillaume de Witt appela de son nom une partie de la côte occidentale, voisine du tropique du Capricorne, quoiqu'elle dût porter celui du capitaine Vian, hollandais, qui en 1628 avait payé l'honneur de cette découverte par la perte de son navire et de toutes ses richesses. Dans la même année 1628, entre le 10e et le 20e parallèle, le grand golfe de la Carpentarie fut découvert par Pierre Carpenter, hollandais, et cette nation a souvent depuis fait reconnaître toute cette côte. Dampierre, anglais, partant de la Grande Timor, avait fait en 1687 un premier voyage sur les côtes de la Nouvelle-Hollande, et était abordé entre la terre d'Arnhem et celle de Diemen. Cette course fort courte n'avait produit aucune découverte. En 1699, il partit d'Angleterre avec l'intention expresse de reconnaître toute cette région sur laquelle les Hollandais ne publiaient point les lumières qu'ils possédaient. Il en parcourut la côte occidentale depuis le 28e jusqu'au 15e parallèle. Il eut la vue de la terre de Concorde, de celle de Witt, et conjectura qu'il pouvait exister un passage au sud de la Carpentarie. Il retourna ensuite à Timor, d'où il revint visiter les îles des Papous, longea la Nouvelle-Guinée, découvrit le passage qui porte son nom, appela la Nouvelle-Bretagne la grande île qui forme ce détroit à l'est, et reprit sa course pour Timor le long de la Nouvelle-Guinée. C'est ce même Dampierre qui, depuis 1683 jusqu'en 1691, tantôt flibustier, tantôt commerçant, avait fait le tour du monde en changeant de navire. Tel est l'exposé succinct des divers voyages autour du globe et des découvertes différentes faites dans le vaste océan Pacifique jusqu'au temps de notre départ. Depuis notre retour en France et la première édition de cet ouvrage, des navigateurs anglais sont revenus d'un nouveau voyage autour du monde, et ce voyage me paraît être celui des modernes de cette espèce où on a fait le plus de découvertes en tout genre. Le nom du navire est l'Endeavour. Il était commandé par le capitaine Cook et portait messieurs Banks et Solander, deux savants illustres. La relation de la partie maritime du voyage a déjà paru, et celle de messieurs Banks et Solander, avec tous les détails concernant l'histoire naturelle, est annoncée pour l'hiver prochain. En attendant, j'ai cru à propos de placer ici un abrégé de l'extrait de ce fameux voyage que M. Banks lui-même a envoyé à l'Académie des sciences de Paris.
Partis de Plymouth le 25 août 1768, ils arrivent à la Terre de Feu le 16 janvier 1669, après 2 relâches, l'une à Madère, l'autre à Rio de Janeiro. Ils s'arrêtent 5 jours à la baie de Bon Succès, et ayant doublé le cap de Horn, ils dirigent leur route sur Tahiti. Du 13 avril au 13 juillet, ils séjournent dans cette île où ils observent en juin le passage de Vénus sur le disque du Soleil. En sortant de Tahiti, un des Tahitiens embarqués avec eux les détermine à s'arrêter à quelques-unes des îles voisines. Ils en visitent 6, où ils trouvent les mêmes mœurs et le même langage qu'à Tahiti. De là, ils dirigent leur route pour attaquer la Nouvelle-Zélande par 40 degrés de latitude australe. Ils y atterrent le 3 octobre, sur la côte orientale, et reconnaissent parfaitement, en 6 mois de circumnavigation, que la Nouvelle-Zélande, au lieu d'être partie du continent austral, comme on le supposait assez généralement, est composée de 2 îles sans aucune terre ferme dans le voisinage. Ils observent aussi qu'on y parle différents dialectes de la langue de Tahiti, tous passablement entendus par le Tahitien embarqué dans l'Endeavour. Leur découverte ne se borne pas à celle-là. Après avoir quitté le 31 mars 1770 les côtes de la Nouvelle-Zélande, ils viennent atterrer par les 38 degrés de latitude australe sur la partie orientale de la Nouvelle-Hollande. Ils la côtoient en remontant vers le nord, ils y font plusieurs mouillages et des reconnaissances jusqu'au 10 juin, où ils échouent sur un rocher par les 15 degrés de latitude dans les parages où l'on verra que je me suis trouvé fort embarrassé. Ils y restent échoués 23 heures et passent 2 mois à se radouber dans un petit port voisin de ce rocher qui avait failli leur être fatal. Après avoir été plusieurs autres fois en risque dans ces parages funestes, ils trouvent enfin, par 10 degrés de latitude australe, un détroit entre la Nouvelle-Hollande et les terres de la Nouvelle-Guinée par lesquelles ils débouchent dans la mer des Indes. Insatiables de recherche, ils visitent encore les côtes méridionales et occidentales de la Nouvelle-Guinée, viennent ensuite ranger la côte méridionale de l'île Java, passent le détroit de la Sonde et arrivent le 9 octobre à Batavia. Ils y séjournent 2 mois, relâchent ensuite au cap de Bonne-Espérance, à l'île Sainte-Hélène, et mouillent enfin aux dunes le 13 juillet 1771. Ayant enrichi le monde de grandes connaissances en géographie et de découvertes intéressantes dans les 3 règnes de la nature. Cette esquisse fera désirer impatiemment au lecteur la relation détaillée de cette instructive expédition et doit me rendre encore plus timide à publier le récit de la mienne. Avant que de le commencer, qu'il me soit permis de prévenir qu'on ne doit pas en regarder la relation comme un ouvrage d'amusement. C'est surtout pour les marins qu'elle est faite. D'ailleurs, cette longue navigation autour du globe n'offre pas la ressource des voyages de mer faits en temps de guerre, lesquels fournissent des scènes intéressantes pour les gens du monde. Encore si l'habitude d'écrire avait pu m'apprendre à sauver par la forme une partie de la sécheresse du fond. Mais, quoiqu'initié aux sciences dès ma plus tendre jeunesse, où les leçons que daigna me donner M. d'Alembert me mirent dans le cas de présenter à l'indulgence du public un ouvrage sur la géométrie, je suis maintenant bien loin du sanctuaire des sciences et des lettres. Mes idées et mon style n'ont que trop pris l'empreinte de la vie errante et sauvage que je mène depuis 12 ans. Ce n'est ni dans les forêts du Canada, ni sur le sein des mers que l'on se forme à l'art d'écrire, et j'ai perdu un frère dont la plume aimée du public eût aidé à la mienne. Au reste, je ne cite ni ne contredis personne. Je prétends encore moins établir ou combattre aucune hypothèse. Quand même, les différences très sensibles que j'ai remarquées dans les diverses contrées où j'ai abordé ne m'auraient pas empêché de me livrer à cet esprit de système si commun aujourd'hui et cependant si peu compatible avec la vraie philosophie. Comment aurais-je pu espérer que ma chimère, quelque vraisemblance que je susse lui donner, pût jamais faire fortune? Je suis voyageur et marin, c'est-à-dire un menteur et un imbécile, aux yeux de cette classe d'écrivains paresseux et superbes qui, dans l'ombre de leur cabinet, philosophent à perte de vue sur le monde et ses habitants, et soumettent impérieusement la nature à leurs imaginations. Procédé bien singulier, bien inconcevable de la part des gens qui, n'ayant rien observé par eux-mêmes, n'écrivent, ne dogmatisent, que d'après des observations empruntées de ces mêmes voyageurs auxquels ils refusent la faculté de voir et de penser. Je finirai ce discours en rendant justice au courage, au zèle, à la patience invincible des officiers et équipages de mes 2 vaisseaux. Il n'a pas été nécessaire de les animer par un traitement extraordinaire, tel que celui que les Anglais ont cru devoir faire aux équipages de M. Byron. Leur constance a été à l'épreuve des positions les plus critiques,
et leur bonne volonté ne s'est pas un instant ralentie. C'est que la nation française est capable de vaincre les plus grandes difficultés, et que rien n'est impossible à ses efforts, toutes les fois qu'elle voudra se croire elle-même l'égale au moins de telle nation que ce soit au monde. Chapitre 2. De l'Ancien au Nouveau Monde. Dans le mois de février 1764, la France avait commencé un établissement aux îles Malouines. L'Espagne revendiqua ces îles comme étant une dépendance du continent de l'Amérique méridionale. Et son droit ayant été reconnu par le roi, je reçus l'ordre d'aller remettre nos établissements aux Espagnols et de me rendre ensuite aux Indes orientales en traversant la mer du Sud entre les tropiques. On me donna pour cette expédition le commandement de la frégate La Boudeuse de 26 canons de 12, et je devais être joint aux îles Malouines par la flûte L'Étoile, destinée à m'apporter les vivres nécessaires à notre longue navigation et à me suivre pendant le reste de la campagne. Le retard que diverses circonstances ont mis à la jonction de cette flûte avec moi a allongé ma campagne de près de 8 mois. Dans les premiers jours du mois de novembre 1766, je me rendis à Nantes, où la Boudeuse venait d'être construite et où M. Duclos-Guyot, capitaine de Brûlot, mon second, en faisait l'armement. Je la trouvais arquée de 7 pouces, ce qui provenait de ce qu'il s'est formé un banc à l'endroit où elle a été lancée à l'eau. Le 5 de ce mois, nous descendîmes de Paimboeuf à Minden pour achever de l'armer, et le 15, nous fîmes voile de cette rade pour nous rendre à la rivière de la Plata. Je devais y trouver les 2 frégates espagnoles, la Esmeralda et la Libre, sorties du Ferrol le 17 octobre, et dont le commandant était chargé de recevoir les îles Malouines au nom de Sa Majesté catholique. Le 5 à midi, nous appareillâmes de la rade de Brest. Je fus obligé de couper mon câble à 30 brasses de l'ancre, le vent d'est très frais et le jusant empêchant de virer à pic et me faisant appréhender d'abattre trop près de la côte. Mon état-major était composé de 11 officiers, 3 volontaires et l'équipage de 203 matelots, officiers mariniers, soldats, mousses et domestiques. Monsieur le prince de Nassau-Siegen avait obtenu du roi la permission de faire cette campagne. À 4 heures après-midi, le milieu de l'île d'Ouessant me restait au nord-quart nord-est du compas, à la distance d'environ 5 lieues et demie. Et ce fut d'où je pris mon point de départ sur le Neptune français dont je me suis toujours servi dans le cours du voyage. Pendant les premiers jours, nous eûmes assez constamment les vents d'ouest, nord-ouest et sud-ouest, grand frais. Le 14, à 7 heures du soir, le vent étant assez frais à l'est-sud-est et la mer très grosse de la partie de l'ouest et du nord-ouest dans un roulis, le bout de bâbord de la grande vergue entra dans l'eau d'environ 3 pieds, ce que nous n'aurions pas cru possible, la vergue étant haute. Le 17 après-midi, on eut connaissance des Salvages, le 18 de l'île de Palme et le 19 de l'île de Fer. Ce qu'on nomme les Salvages est une petite île d'environ 1 lieue d'étendue de l'est à l'ouest. Elle est basse au milieu, mais à chaque extrémité s'élève un mondrin. Une chaîne de roches dont quelques-unes paraissent au-dessus de l'eau s'étend du côté de l'ouest à 2 lieues de l'île, et il y a aussi du côté de l'est quelques brisants, mais qui ne s'en écartent pas beaucoup. La vue de cet écueil nous avait avertis d'une grande erreur dans l'estime de notre route, mais je ne voulus l'apprécier qu'après avoir eu connaissance des îles Canaries, dont la position est exactement déterminée. La vue de l'île de Fer me donna avec certitude cette correction que j'attendais. Le 19 à midi, j'observais 28 degrés 2 minutes de latitude boréale, et en la faisant cadrer avec le relèvement de l'île de Fer, pris à cette même heure, je trouvais une différence de 4 degrés 7 minutes, valant par le parallèle de 28 degrés 2 minutes environ 72 lieues, donc j'étais plus est que mon estime. Cette erreur est fréquente dans la traversée du Cap Finistère aux Canaries, et je l'avais éprouvée en d'autres voyages. Les courants par le travers du détroit de Gibraltar portant à l'est avec rapidité.
J'eus en même temps occasion de remarquer que les salvages sont mal placés sur la carte de M. Bellin. En effet, lorsque nous en eûmes connaissance le 17 après-midi, la longitude que nous donnait leur relèvement différait de notre estime de 3 degrés 17 minutes à l'est. Cependant, cette même différence s'est trouvée le 19 de 4 degrés 7 minutes en corrigeant notre point sur le relèvement de l'île de Fer, dont la longitude est déterminée par des observations astronomiques. Il est à remarquer que pendant les 2 jours écoulés entre la vue des salvages et celle de l'île de Fer, nous avons navigué avec un vent large, frais et assez égal, et qu'ainsi il doit y avoir eu bien peu d'erreurs dans l'estime de notre route. D'ailleurs, le 18, nous relevâmes l'île de Palme au sud-ouest quart ouest, corrigé, et selon M. Belin, elle devait nous rester au sud-ouest. J'ai pu conclure de ces 2 observations que M. Belin a placé l'île des Salvages 32 degrés minutes environ plus à l'ouest qu'elle n'y est effectivement. Au reste, sur la carte anglaise du docteur Halley, cette île des Salvages est placée 30 lieues encore plus à l'ouest que sur celle de M. Belin. Je pris donc un nouveau point de départ le 19 décembre à midi. Notre route n'eut depuis rien de particulier jusqu'à notre atterrage à la rivière de la Plata. La nuit du 17 au 18 janvier, nous prîmes 2 oiseaux dont l'espèce est connue des marins sous le nom de charbonniers. Ils sont de la grosseur d'un pigeon, ils ont le plumage d'un gris foncé, le dessus de la tête blanc, entouré d'un cordon d'un gris plus noir que le reste du corps, le bec effilé, long de 2 pouces, et un peu recourbé par le bout. Les yeux vifs, les pattes jaunes, semblables à celles des canards, la queue très fournie de plumes et arrondie par le bout, les ailes fort découpées et chacune d'environ 8 à 9 pouces d'étendue. Les jours suivants, nous vîmes beaucoup de ces oiseaux. Depuis le 27 janvier, nous avions le fond, et le 29 au soir, nous vîmes la terre sans qu'il nous fût permis de la bien reconnaître, parce que le jour était sur son déclin et que les terres de cette côte sont fort basses. La nuit fut obscure, avec de la pluie et du tonnerre. Nous la passâmes en panne sous les huniers, tous les ris pris et le cap au large. Le 30, les premiers rayons du jour naissant nous firent apercevoir les montagnes des Maldonades. Alors il nous fut facile de reconnaître que la terre vue la veille était l'île de Lobos. Les Maldonades sont les premières terres hautes qu'on voit sur la côte du nord après être entrées dans la rivière de la Plata, et les seules presque jusqu'à Montevideo. À l'est de ces montagnes, il y a un mouillage sur une côte très basse. C'est une anse en partie couverte par un îlot. Les Espagnols ont un bourg aux Maldonades avec une garnison. On travaille depuis quelques années dans ces environs une mine d'or peu riche. On y trouve aussi des pierres assez transparentes. À 2 lieues dans l'intérieur est une ville nouvellement bâtie, peuplée entièrement de Portugais déserteurs et nommée Pueblo Nuevo. Le 31, à 11h du matin, nous mouillâmes dans la baie de Montevideo par 4 brasses d'eau fond de vase molle et noire. Nous avions passé la nuit du 30 au 31 mouillés sur une ancre par 9 brasses même fond à 4 ou 5 lieues dans l'est de l'île de Flores. Les 2 frégates espagnoles destinées à prendre possession des îles Malouines étaient dans cette rade depuis un mois. Leur commandant, Don Philippe Ruiz Puente, capitaine de vaisseau, était nommé gouverneur de ces îles. Nous nous rendîmes ensemble à Buenos Aires afin d'y concerter avec le gouverneur général Don Francisco Bucarelli les mesures nécessaires pour la cession de l'établissement que je devais livrer aux Espagnols. Nous n'y séjournâmes pas longtemps et je fus de retour à Montevideo le 16 février. Nous avions fait le voyage de Buenos Aires, monsieur le prince de Nassau et moi, en remontant la rivière dans une goélette. Mais comme pour en revenir de même nous aurions eu le vent debout, nous passâmes la rivière vis-à-vis de Buenos Aires, au-dessus de la colonie du Saint-Sacrement, et fîmes par terre le reste de la route jusqu'à Montevideo, où nous avions laissé la frégate. Nous traversâmes ces plaines immenses dans lesquelles on se conduit par le coup d'œil, dirigeant son chemin de manière à ne pas manquer les gués des rivières, chassant devant soi 30 ou 40 chevaux, parmi lesquels il faut prendre avec un lac son relais lorsque celui qu'on monte est fatigué, se nourrissant de viande presque crue, et passant les nuits dans des cabanes faites de cuir où le sommeil est à chaque instant interrompu par les hurlements des tigres qui rôdent aux environs. Je n'oublierai de ma vie la façon dont nous passâmes la rivière de Sainte-Lucie, rivière fort profonde, très rapide et beaucoup plus large que n'est la Seine vis-à-vis des Invalides. On vous fait entrer dans un canot étroit et long, et dont un des bords est de moitié plus haut que l'autre. On force ensuite 2 chevaux d'entrer dans l'eau, l'un à tribord, l'autre à bâbord du canot, et le maître du bac, tout nu,
précaution fort sage assurément, mais peu propre à rassurer ceux qui ne savent pas nager, soutient de son mieux au-dessus de la rivière la tête des 2 chevaux dont la besogne alors est de vous passer à la nage de l'autre côté, s'ils en ont la force. Don Ruiz arriva à Montevideo peu de jours après nous. Il y vint en même temps 2 goélettes chargées l'une de bois et de rafraîchissement, l'autre de biscuits et de farine, que nous embarquâmes en remplacement de notre consommation depuis Brest. On avait employé le temps du séjour à Montevideo à calfater le bâtiment, à raccommoder le jeu de voile qui avait servi pendant la traversée et à remplir d'eau les barriques d'armement. Nous mîmes aussi dans la cale tous nos canons, à l'exception de 4 que nous conservâmes pour les signaux, ce qui nous donna de la place pour prendre à bord une plus grande quantité de bestiaux. Les frégates espagnoles étant également prêtes, nous nous disposâmes à sortir de la rivière de la Plata. Chapitre 3. Buenos Aires est situé par 34 degrés 35 minutes de latitude australe. Sa longitude de 60 degrés 5 minutes à l'ouest de Paris a été déterminée par les observations astronomiques du père Feuillet. Cette ville régulièrement bâtie est beaucoup plus grande qu'il semble qu'elle devrait l'être, vu le nombre de ses habitants qui ne passe pas 20 000, blancs, nègres et métis. La forme des maisons est ce qui donne tant d'étendue. Si l'on accepte les couvents, les édifices publics et 5 ou 6 maisons particulières, toutes les autres sont très basses et n'ont absolument que le rez-de-chaussée. Elles ont d'ailleurs de vastes cours et presque toutes des jardins. La citadelle qui renferme le gouvernement est située sur le bord de la rivière et forme un des côtés de la place principale. Celui qui lui est opposé est occupé par l'hôtel de ville. La cathédrale et l'évêché sont sur cette même place où se tient chaque jour le marché public. Il n'y a point de port à Buenos Aires, pas même un môle pour faciliter l'abordage des bateaux. Les vaisseaux ne peuvent s'approcher de la ville à plus de 3 lieues. Ils y déchargent leur cargaison dans des goélettes qui entrent dans une petite rivière nommée Riachuelo, d'où les marchandises sont portées en charroi dans la ville qui en est à 1/4 de lieue. Les vaisseaux qui doivent caréner ou prendre un chargement à Buenos Aires se rendent à la Ensenada de Barragán, espèce de port situé à 9 ou 10 lieues dans l'est-sud-est de cette ville. Il y a dans Buenos Aires un grand nombre de communautés religieuses, de l'un et de l'autre sexe. L'année y est remplie de fêtes de saints qu'on célèbre par des processions et des feux d'artifice. Les cérémonies du culte tiennent lieu de spectacle. Les moines nomment les premières dames de la ville majordomes de leur fondateur et de la Vierge. Cette charge leur donne le droit et le soin de parer l'église, d'habiller la statue et de porter l'habit de l'ordre. C'est pour un étranger un spectacle assez singulier de voir dans les églises de Saint-François ou Saint-Dominique des dames de tout âge assister aux offices avec l'habit de ces saints instituteurs. Les jésuites offraient à la piété des femmes un moyen de sanctification plus austère que les précédents. Ils avaient attenant à leur couvent une maison nommée la Casa de los Ejercicios de las Mujeres, c'est-à-dire la maison des exercices des femmes. Les femmes et les filles, sans le consentement des maris ni des parents, venaient s'y sanctifier par une retraite de 12 jours. Elles y étaient logées et nourries aux dépens de la compagnie. Nul homme ne pénétrait dans ce sanctuaire s'il n'était revêtu de l'habit de saint Ignace. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.